Comme Laetitia le dit, donc moi je suis Gabriel Estève, j'ai fondé mon cabinet de conseiller en propriété industrielle il y a maintenant 5 ans. On est spécialisé dans le droit du jeu vidéo. On fait environ 80% de notre activité maintenant, c'est du jeu vidéo. Et on travaille partout en France. Moi, ça fait une petite dizaine d'années, même plus maintenant, ça fait 13 ans que je travaille dans le milieu du jeu vidéo, notamment indé, pour du triple A, pour du double A aussi, selon les projets qui me sont confiés par mes clients. Et je vais commencer par une petite intro assez rapide sur qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle dans le jeu vidéo et comment ça va impacter un peu les décisions ou en tout cas les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer. Parce que c'est un peu la base qu'il va falloir respecter ou en tout cas qu'il va falloir connaître avant ensuite d'aller négocier soit un contrat d'édition, soit négocier un contrat avec un sound designer ou un compositeur de musique. Et à l'inverse, en tant que compositeur de musique, connaître ses droits pour pouvoir bien les négocier avec un tiers. Donc, dans le jeu vidéo, on va avoir plusieurs droits de propriété intellectuelle qui vont pouvoir s'appliquer. Nous, on va principalement parler ici de droits d'auteur, ce qui s'applique sur la protection du jeu et des éléments qui composent le jeu vidéo, sous condition d'originalité. Il faut savoir que d'autres éléments d'un jeu vidéo peuvent être protégés et donc d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent être adaptés pour protéger votre jeu vidéo, votre production. Notamment, mais on ne va pas les évoquer en détail parce que c'est pas le lieu et c'est pas le sujet de la présentation, mais, et c'est en plus c'est un point qu'on avait déjà évoqué, une présentation, je crois, chez Atlan Games il y a 1 an ou 2. Et que donc je pense que c'est toujours dans les enregistrements d'Atlan Games si vous voulez aller checker cet enregistrement qui était les réflexes à avoir en matière de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. J'évoque c'est tout ce qui est marque, tout ce qui est secret des affaires, etc., etc. Là, on va pas aller en précision, mais tout ça pour dire que la marque, c'est ce qui va plutôt protéger les signes qui identifient soit le jeu, soit le studio. Donc, le plus souvent, ce sera le nom du jeu ou le logo du jeu, par exemple. Ça va être utile notamment dans les négociations avec les éditeurs. En tout cas, il va falloir le préserver, le conserver. Mais dans le cadre d'autres exploitations, dans d'autres contrats, c'est quelque chose qui sera pas évoqué directement, sauf dans des contrats de licence, etc. Ce sera assez spécifique, mais on l'abordera plus tard. La question du secret, c'est quelque chose qui peut être organisé, qui doit être organisé, notamment lorsqu'on a des négociations avec un tiers, des négociations qui commencent à aller un peu en profondeur à partir du moment où vous commencez à communiquer certaines informations importantes, par nature confidentielles à un tiers. Il faut lui faire signer ce qu'on appelle un accord de confidentialité, un NDA. Pour les éditeurs, on va voir à quel moment il faut faire signer un accord de confidentialité, si on fait signer un accord de confidentialité. Donc on va en discuter, mais c'est aussi un droit de propriété intellectuelle ou en tout cas un droit qui vient protéger l'immatériel. Et donc le secret peut aussi être protégé par notamment un contrat, un accord de confidentialité. Le modèle et le brevet, c'est ce qu'on entend le plus, de ce dont on entend le plus parler, notamment en plus en ce moment avec la petite affaire Nintendo contre Palworld, où Nintendo justement met en avant cette défense et brevette certaines parties de gameplay ou des choses comme ça. C'est très spécifique à un cas et c'est surtout très spécifique à une législation, la législation américaine et japonaise en l'occurrence. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup moins, nous, en Union européenne. Parce que en réalité, le brevet logiciel est très difficile à obtenir et le brevet vient protéger une invention technique à un problème technique. Donc une solution technique à un problème technique, ça sera plutôt via du hardware, ça sera plutôt via des outils comme des moteurs graphiques ou des choses comme ça, où on va peu solliciter en tant que studio de production, studio de jeux vidéo, on va peut solliciter cette protection-là. Le modèle, c'est ce qui va aussi protéger le design de certains produits, donc notamment les consoles, ce qui va protéger également certaines interfaces, notamment pour du jeu mobile. Et également, ça va pouvoir, il va falloir le prendre en compte, notamment quand on fait un jeu qui s'inscrit dans le réel, c'est-à-dire qu'on va reproduire des modèles de voitures, etc., etc. Bon, c'est assez spécifique, on va pas le voir nous aujourd'hui dans les contrats, mais pour dire qu'il y a un panorama de droits qui doit être respecté quand même dans le milieu du jeu vidéo, parce que tous les droits de propriété intellectuelle peuvent s'appliquer à certains éléments de l'industrie du jeu vidéo. On va plutôt parler des droits d'auteur. Comment protéger mon jeu? Je fais une petite intro sur ce sujet-là parce que en fait, c'est ce qui va ensuite être exploité via un compositeur de musique ou ce qui va être exploité en freelancing ou ce qui va être exploité auprès d'un éditeur. Donc ça, il faut connaître quand même les bases pour qu'on puisse ensuite parler de la partie des contrats. Alors, le jeu vidéo est considéré comme une œuvre complexe dont chacun des éléments est protégé au titre de son propre régime. On a eu une décision de justice sur ça, l'arrêt du 25 juin 2009, l'arrêt CRIO,
et qui vient consacrer, je vais assez vite parce que c'est des points qu'on avait déjà vus la dernière fois, entre guillemets, mais c'est des points qui sont assez génériques, qui a consacré donc le régime distributif en matière de jeux vidéo. Le jeu vidéo en tant qu'œuvre comme un tout est protégé au titre du droit d'auteur, et les éléments qui composent le jeu sont également protégés, s'ils sont originaux, au titre de leur propre régime. C'est-à-dire que le logiciel va être protégé comme du logiciel, la musique comme de la musique, le scénario comme du scénario, les mécaniques de gameplay ou le level design vont pouvoir parfois être protégés par du droit d'auteur, etc., etc., etc. C'est également le cas des graphismes, etc. Mais le jeu est également protégé comme un tout, comme un ensemble, comme un jeu vidéo. Deux conditions à la protection, une mise en forme, donc il faut que y ait un début de concrétisation des idées, c'est-à-dire qu'on a un principe selon lequel, en droit d'auteur, les idées sont de libre parcours. Tant que vous n'avez pas fait de croquis d'une image, cette image dans votre tête n'est pas protégée. Donc c'est le début de la réalisation qui entraîne la protection, quelle que soit la finalisation de ce qu'on a créé, c'est-à-dire qu'un croquis peut être protégé, une image finalisée et colorisée peut être protégée, du code en cours de rédaction peut être protégé, etc., etc. Et il faut une intervention humaine, donc ça c'est la question des créations par le hasard, par l'intelligence artificielle. Je ne vais pas évoquer la question parce que c'est toute une question de débat, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est le droit d'auteur va protéger les œuvres quand elles vont commencer à être protégées. Et surtout, il viendra s'appliquer sur les œuvres originales. Et donc, on va chercher à chaque fois si l'œuvre qu'on cherche à protéger contient l'empreinte de la personnalité de son auteur, contient son apport intellectuel, si l'auteur a pu exprimer sa liberté de création, sa liberté de choix lorsqu'il a créé le jeu en question, les graphismes en question, le logiciel en question. En gros, est-ce qu'il suivait les instructions d'un tiers, ou est-ce qu'il a reproduit un élément banal, ou est-ce qu'il a créé lui-même quelque chose du fait de sa propre expérience, sa propre expertise, sa propre créativité? Et dans ce cas-là, dans ce dernier cas, on va pouvoir avoir une protection au titre du droit d'auteur. Et c'est ce qu'on va pouvoir ensuite céder à un éditeur, pardon. En tout cas, c'est ce sur quoi on va baser toute l'économie du jeu vidéo, parce que c'est ce qui va protéger et donc permettre de concrétiser les droits sur un jeu vidéo. Comme je le disais, de multiples éléments vont être protégés dans le jeu vidéo, et donc les graphismes, tout ce qui est personnages, décors, effets spéciaux, etc., etc., les interfaces, les artworks, la partie logicielle, que ce soit les aspects logiciels, mais également le code source ou le code objet. La documentation préparatoire sera également protégée. La partie scénaristique, tout ce qui est trame de jeu, dialogue, personnages, tels qu'ils sont écrits, le lore des personnages, voire même les traductions. Lorsque vous travaillez avec une boîte de traduction, il faudra prévoir une cession des droits sur les livrables, par exemple, parce que la localisation, c'est pas simplement un exercice technique, c'est aussi un exercice de créativité pour transférer un discours d'une culture à l'autre. Le sound design, les musiques et les sons vont pouvoir être protégés à titre de droit d'auteur. Le game design également. Il y a un débat sur la question entre les professionnels du droit. Certains disent que c'est des mécaniques de jeu, donc ça ne sera pas protégé. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'un ensemble de mécaniques de jeu peuvent être protégées parce qu'elles peuvent transmettre une certaine créativité. C'est ce qui a été reconnu par les tribunaux en 2016, par le tribunal de grande instance de Paris à l'époque, qui a reconnu un droit d'auteur à Frédéric Reynal sur le gameplay qu'il avait créé au sein du jeu Hollow in the Dark dans sa procédure à l'encontre d'Atari. Les éléments de communication également, tout ce qui est trailer, dossier de présentation, etc., ça peut être protégé par du droit d'auteur parce que ça reste de la créativité. Un key art peut être protégé au titre du droit d'auteur. Donc un trailer qui est une œuvre audiovisuelle potentiellement va pouvoir être protégé également au titre du droit d'auteur. À partir de quand ces éléments sont protégés? À partir du seul fait de leur création. On dit même au fil de la création. Quand vous travaillez avec quelqu'un, si cette personne est votre prestataire et crée au fil de l'eau certaines choses, par exemple, créer toutes les musiques de votre jeu, à chaque fois qu'il est en train de créer une musique, celle-ci est protégée au fil de sa création. Même s'il reprend sa musique, par exemple, il aura des droits d'auteur sur la première version et la seconde version. Il faut savoir que la preuve de cette protection est libre. Donc, on va pas faire des dépôts pour enclencher la protection. C'est pas le dépôt qui va faire naître la protection, c'est vraiment l'acte de création. Ensuite, le dépôt viendra prouver l'existence de ces éléments, viendra prouver justement qu'il y a des démarches qui ont été faites, qu'il y a une créativité, et donc il y a une protection de l'œuvre qui a été créée. Donc ça, ces démarches de dépôt, elles vont être très utiles aussi dans la négociation du contrat d'édition, on va le voir pourquoi. Mais en réalité, ce qu'il faut garder à l'esprit dès à présent, c'est de se dire
Ces démarches de dépôt vont nous permettre de prouver qui a fait quoi dans le jeu. Et donc, on va pouvoir aussi attribuer à chacun des auteurs et des autrices ce qui a été créé dans les éléments et les rémunérer en conséquence. En tout cas, si on a un litige avec une des personnes avec qui on a travaillé, on va pouvoir bien déterminer ce qui a été créé par les personnes et ou ce sur quoi les personnes ont participé à travailler. Sur le deuxième point, ça nous permettra aussi de suivre le travail qui a été fait et donc de le valoriser. Le valoriser, c'est-à-dire d'y attribuer une certaine valeur. Donc dans les négociations avec un éditeur, ça va être intéressant de pouvoir valoriser le travail qu'on a fait pour dire à l'éditeur, pas seulement j'ai une build, mais plutôt j'ai une build qui coûte tant, parce qu'on a passé ce temps-là. Si tu finances, ce serait à ce niveau-là, avec ce pourcentage-là, par exemple. Donc c'est aussi le fait de déposer et de suivre sa création, avoir une certaine hygiène de suivi de sa création, ça permettra de faciliter ou en tout cas de donner des arguments dans le cadre de la négociation avec l'éditeur. Quelques exemples pour le dépôt. On va surtout envisager l'enveloppe eSolo auprès de l'INPI, qui est un dépôt qui coûte quelques dizaines d'euros et qui permettra de déposer certains éléments du jeu. Vous n'avez qu'à déposer, à mon sens, le game design document et la bible du jeu à la limite, parce que ce seront les éléments qui seront vraiment qui vont expliquer votre jeu et qui vont prouver certains éléments, enfin qui vont prouver les key features, les features principales. Mais pour moi, ce sera en tout cas, dans le moment pardon, dans la production, au moment lorsque vous aurez votre vertical slice, c'est ce qu'il faudra déposer. Ensuite, lorsque vous allez chercher des éditeurs, vous pourrez déposer d'autres choses, notamment des éléments caractéristiques qui pourraient être le personnage, qui pourraient être certains décors ou la bible de votre jeu, etc., etc. En tout cas, voilà, sur l'enveloppe eSolo, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas besoin directement de déposer la build, mais plutôt des documents qui viennent aussi expliquer ce qu'est votre jeu. Le constat d'huissier également, mais c'est des choses qui sont un peu plus chères, mais qui ont une forte valeur probante. Moi, à ce stade, pour garder des preuves, je vous encourage à faire des démarches de dépôt, notamment l'enveloppe eSolo, et suivre votre création avec un GitHub, avec un serveur daté, style Dropbox, Google Drive, etc., etc. Et garder cette datation, ce suivi, pour vous permettre le jour où vous en aurez besoin, de pouvoir ressortir les preuves de qui a fait quoi et quel temps vous avez passé sur la production du jeu. Je vais assez vite, c'est normal, parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues il y a 1 an ou 2. Qui est titulaire des droits? Il faut savoir qu'en droit français, il n'y a pas de cession automatique des droits. C'est-à-dire que l'auteur personne physique va être quasiment systématiquement titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce qu'il a créé. Donc l'auteur va être titulaire des droits d'auteur, même s'il y a un contrat de travail, même s'il y a un contrat de freelance. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de clause qui indique dans son contrat un transfert de droits, la personne physique est titulaire des droits. On n'est pas comme aux États-Unis, on peut faire du work for hire, et là, on a des transferts automatiques de l'ensemble des droits sur les créations. En France et en Europe, ça n'existe pas, sauf au UK, mais en tout cas en Union européenne, ça n'existe pas. Et donc, il faut prévoir directement dans les contrats avec les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit salarié ou freelance, le transfert des droits de propriété intellectuelle. De l'autre côté, si vous êtes freelance, ça sera aussi un moyen de valoriser votre travail et donc d'avoir une rémunération complémentaire, ou en tout cas une rémunération spécifique pour la cession des droits, pour le transfert, l'autorisation d'exploiter ce que vous avez créé dans le cadre de votre prestation de service. Donc pas de cession automatique des droits, sauf dans des rares cas avec des auteurs salariés logiciels. Donc si vous avez un dev qui est salarié, je ne parle pas de freelance, je parle de salarié, ou accueilli, c'est-à-dire en VIE ou en stage logiciel, il est possible que s'il suit vos instructions, donc il faut quand même prouver les instructions de son employeur, s'il suit vos instructions dans la création du logiciel, il y ait un transfert automatique de ses droits à son employeur. Quand bien même, dans cette situation, je vous encourage très fortement à prévoir une clause de cession de droit de propriété intellectuelle dans son contrat de travail. Et encore une fois, c'est uniquement pour les salariés, ce n'est pas pour les prestataires. Cette exception ne fonctionne pas dans les contrats de freelance. Et l'œuvre collective. Qu'est-ce que c'est l'œuvre collective? C'est quelque chose qui va plutôt concerner les studios AAA, les très grosses productions. C'est les œuvres qui sont créées par plusieurs personnes, à l'initiative d'une personne qui va l'éditer ensuite, la publier, la divulguer, etc. C'est Assassin's Creed de Ubisoft. Même le nom du studio disparaît, enfin ce sera Ubisoft Paris, mais en tout cas, ce qui est mis en avant, c'est vraiment la personne morale qui va diriger et publier le jeu en question, et dans laquelle la contribution de chacun des auteurs se fond dans un ensemble. Dans ce cas-là, dans cette hypothèse spécifique, on a une dévolution automatique des droits à la personne morale qui va
diriger le projet. Chez l'indé, on va plutôt être dans l'œuvre de collaboration. Ce qu'on appelle l'œuvre de collaboration, ce sont des créations qui sont faites par plusieurs personnes, ensemble, de concert. Et dans cette hypothèse, c'est la propriété commune des auteurs et l'ensemble des choix doivent se faire à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on a un ensemble, par exemple, on a une core team de 5 personnes qui bossent sur un jeu. Ces 5 personnes créent le jeu, elles seront titulaires ils auront des droits sur les apports qu'elles ont faits au sein du jeu, leurs propres apports, mais également sur le jeu pris dans son ensemble. Donc toutes les décisions qui sont en rapport avec le jeu, son exploitation, mais également la poursuite de la production, devra en théorie être fait à l'unanimité. Je ne dis pas la majorité, je dis bien l'unanimité. S'il y a une personne qui est contre certains développements, vous ne pourrez pas les faire tant qu'elle ne sera pas d'accord sur l'exploitation ou sur le développement que vous voulez réaliser. C'est la situation la plus commune chez les indés, et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place ce qu'on appelle les contrats de cession, c'est-à-dire de réunir l'ensemble des droits de propriété intellectuelle des personnes qui travaillent sur un jeu au sein d'un studio par des contrats de cession de droits d'auteur. Donc, on va transférer les droits de propriété intellectuelle de la personne physique au studio pour ensuite permettre au studio de prendre les décisions à la place des auteurs. Et donc, les contours de ce que pourra faire le studio, ce sera fixé directement dans le contrat de cession. Je vais un peu vite parce que là, je vais parler du contrat d'édition. Est-ce que vous avez des questions sur cette première base et cette première approche du sujet, entre guillemets, cette première remise à niveau? Bon, ce temps, c'est clair pour moi. Nickel. C'est tout bon, je vois pas le chat. Si vous avez des questions en chat, n'hésitez pas à me les répéter ou quoi. Nickel. Merci beaucoup, Laetitia. Du coup, je passe à contrat d'édition. Qu'est-ce que c'est un contrat d'édition? Une fois qu'on a rassemblé l'ensemble des droits sur le studio de prod, en fait, le studio de production va s'adresser à un tiers pour lui proposer de transférer son IP, ou en tout cas lui donner une autorisation sur cette IP qu'on a réunie au sein du studio. Et l'éditeur, en contrepartie, va s'engager à faire une exploitation du jeu. Donc, le publier, lui apporter des services d'aide à l'exploitation, tout ce qui est PR, QA, du marketing, de la localisation. Et, historiquement, ça a été ça, mais aujourd'hui, c'est moins le cas, entre guillemets, mais en tout cas, historiquement, ça a été ça. Surtout, apporter un financement à la création du jeu. C'est-à-dire que l'éditeur en droit du jeu vidéo, c'est pas un éditeur de livres. Il n'a pas la même fonction qu'un éditeur de livres. On est entre l'éditeur de bouquins et le producteur audiovisuel. Et donc, on va être dans un système, vous le savez très bien, mais où l'éditeur, en contrepartie, l'autorisation d'exploiter le jeu, qui est donnée par le studio, ou les auteurs réunis directement auprès de l'éditeur, l'éditeur va s'engager à faire certaines choses, et surtout, ce qu'on va chercher, c'est surtout le financement en réalité. Quoique aujourd'hui, il y a beaucoup de petites prods qui vont chercher des contrats d'édition uniquement pour des services de marketing ou pour aider à exploiter le jeu, parce que le jeu est quasiment finalisé et qu'il n'a pas besoin de dépenses complémentaires, en tout cas pas de dépenses pour la production, parce qu'il en aurait besoin pour la marketing. Et là, parfois, certains studios vont aller chercher des éditeurs. C'est un type d'édition, il va falloir négocier le contrat selon ce type d'édition. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra voir au cas par cas dans les négociations. Alors, le contrat d'édition, du coup, c'est vraiment un contrat avec un transfert d'IP également, qui peut passer par une autorisation sur l'exploitation du jeu, voire parfois une autorisation plus complète, c'est-à-dire les droits d'exploitation de tous les jeux et toutes les suites, par exemple, ou la possibilité de faire des produits dérivés, ou la possibilité de faire des adaptations audiovisuelles, etc. etc. Il y a tout un panel de transfert de droits ou d'autorisation de propriété intellectuelle qui peut être faite avec un éditeur. Et en théorie, on va vous dire, oui, nous, on prend pas, les éditeurs vont vous dire, nous, on prend pas l'IP, on transfère pas l'IP, etc., etc. En pratique, il faut voir dans le contrat. Parce que ça veut rien dire, c'est une expression commercial pour vous attirer sur un contrat d'édition, mais le plus souvent, à partir du moment où ils ont un droit de préférence, où ils ont la possibilité de faire les suites eux-mêmes, entre guillemets, pour moi, il y a un transfert d'IP. Donc ça, c'est aussi des choses à vérifier au cas par cas selon les éditeurs et selon les contrats qu'ils vous proposent. Et on va le voir tout à l'heure, comment identifier ces sujets-là. Donc là, le vocable, en tout cas l'expression transfert d'IP, attention, ça se voit au cas par cas, mais le plus souvent quand les éditeurs vous disent on prend pas l'IP, c'est parce que c'est des petits financements
et c'est parce qu'ils viennent plus en tant que prestataires de services vous apporter leur expertise. Ceux qui prennent l'IP entre guillemets en général, c'est ceux qui vont apporter un gros financement au jeu, donc qui vont apporter du 500 000 €, du 1 million, du 2 millions, où là ils vont vouloir conserver des droits assez importants sur le jeu qui va être commercialisé, quoi. Alors, le contrat d'édition, cette partie, je l'ai divisée en 3 parties, c'est-à-dire je vais dire ce qu'on doit faire avant la négociation du contrat d'édition, ce qu'on doit faire pendant la négo et ce qu'on doit faire après la négo, d'un point de vue juridique. Donc avant la négo, comme je vous le disais, c'est assez important de faire le suivi de la production pour vous permettre 2 choses. Donc comme je le disais, le droit d'auteur naît du seul fait de la création. Si vous suivez votre création, vous pouvez dater ce qui a été fait et vous pouvez également évaluer le temps que vous avez passé. D'une part, ça permettra de dater vos droits d'auteur et de permettre une protection, de démontrer une protection. Si vous tombez sur un tiers qui se présente comme un éditeur et qui ensuite est seulement intéressé à connaître votre jeu pour en faire un clone, ça se fait dans le marché mobile. C'est pour ça que j'évoque la question, ça se fait très peu dans le PC console en réalité. Mais dans le marché mobile, ça peut arriver, notamment, je l'ai déjà vu avec des éditeurs d'Europe de l'Est ou des éditeurs chinois dans le mobile. C'est déjà arrivé à certains de mes clients. Mais bon, donc le fait de faire ces dépôts, ces actes de datation, entre guillemets, et de suivre votre prod, ça vous permettra de démontrer des droits d'auteur si vous en avez besoin. Donc ça, c'est la première chose, c'est comme je disais tout à l'heure. Le deuxième point, ce qui me paraît un peu plus important, ça va permettre aussi de démontrer, de prouver vos investissements dans la production et donc de chiffrer ce que vous avez mis dans la prod dans le cadre d'une négociation avec un éditeur. Lorsque vous allez demander 300 000 € à un éditeur et que lui, il va rajouter par exemple 150 000 € de service, donc il sera à 450 000 €, toutes dépenses confondues, financement et dépenses internes par exemple. Si en face, vous lui dites rien, il va considérer que lui, il apporte 450 000 € et que vous apportez 0. Donc, sur les pourcentages qu'il va vous imposer, qu'il va essayer de négocier dans la rémunération, ça sera du 90-10, ensuite du 70-30 en sa faveur, etc., etc. Par contre, si vous avez passé un temps équivalent à 600 000 € parce que vous évaluez le temps de travail de tous vos salariés et que lui, il apporte 450 000 €, ce ne sera pas le même discours que vous pourrez porter. Et donc, dans ce cas-là, vous pourrez lui dire, oui, ok, tu apportes 450 000 €, mais nous, le risque, on a 600 000 € sur la table. Donc, on va pas être sur du 90-10. Ou en tout cas, si on est sur du 90-10, derrière, on va vite aller sur un 70-30 en votre faveur. Donc, 70 pour le studio et 30 pour l'éditeur, etc., etc. Vous ne serez pas sur le même pied, vous ne serez pas sur la même relation dans la négociation si vous faites ce travail de suivi et d'évaluation du travail effectué. C'est quand même pas quelque chose qui va le convaincre complètement sur certains projets, mais ce sera un argument supplémentaire parce que bien sûr l'éditeur va évaluer ses risques par rapport au potentiel de votre jeu qu'il perçoit. Mais ça va être un argument supplémentaire aussi dans le cadre des négociations, quand vous rentrez dans les négociations un peu plus dures sur les pourcentages, etc., pour faire pousser un pourcentage en votre faveur ou un financement en votre faveur. Donc bien suivre la production, ça permet de la protéger et ensuite bien la valoriser. Deuxième point, c'est quel type d'édition vous allez chercher. Est-ce que vous avez besoin d'un financement ou est-ce que vous n'avez pas besoin de financement? Est-ce que vous cherchez uniquement des services? Est-ce que vous cherchez simplement est-ce que vous cherchez surtout, pardon, un éditeur qui est spécialisé sur un secteur particulier? Ça, c'est des choses qui se checkent avant d'aller voir les éditeurs. C'est classique, c'est assez bateau, mais quand même, ça vaut le coup d'être réindiqué parce que le track record d'un éditeur, c'est quand même des choses assez importantes et surtout le track record sur des jeux qui ressemblent aux vôtres. On peut, par exemple, en France, on a certains éditeurs qui sont très spécialisés sur certains jeux et qui fonctionnent bien. C'est-à-dire un Dotemu a des jeux très arcade et ça fonctionne très bien, même si là, ils sont en train d'ouvrir. Pareil pour Goblins, plus stratégie, etc., etc. Ça, vous savez que c'est des éditeurs. Bon, là, je parle que pour la France, mais on peut parler d'autres éditeurs étrangers. Et ça, c'est des éditeurs qui vont s'inscrire dans votre niche et donc qui vont avoir une puissance de frappe et une connaissance du milieu qui sera beaucoup plus importante qu'un éditeur qui vient de se lancer ou un éditeur qui essaiera de mettre en place des modes de marketing ou des choses comme ça qui vont pas fonctionner pour votre jeu. Ça existe beaucoup aussi. Il y a parfois des éditeurs qui n'ont pas de track record,
qui vont être intéressés parce qu'ils viennent de se lancer, ils vont être intéressés par votre jeu. Et moi, j'ai déjà eu des clients qui ont appris à l'éditeur leur métier sur certaines choses. Donc ça, c'est aussi, faut être conscient de ça. Et donc, dans les négociations, il ne faudra pas accepter un 90-10 pour l'éditeur si c'est à vous de, lui de leur apprendre votre métier. Si c'est à vous d'apprendre leur métier, etc., etc. De leur apprendre leur métier, pardon, je vais arriver à le dire. Donc c'est aussi quelque chose, voilà, c'est dans le cadre des négociations, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, sur chacune des négociations que vous allez avoir, si vous cherchez plutôt des financements, il va falloir faire certaines choses. Par exemple, si vous cherchez un financement auprès d'un éditeur, bien sûr, évaluer d'autres possibilités de parcours de financement. Essayez de vous dire, est-ce que je ne peux pas avoir un investisseur qui serait sur ma boîte ou est-ce que je ne peux pas avoir un emprunt bancaire, etc., etc. Et ensuite, dès que j'ai plusieurs propositions, je vais voir quel est le meilleur parcours de financement pour moi. Sur les services, allez consulter d'autres prestataires parce que parfois des éditeurs vont vous proposer des services à un coût très fort, mais il y a des prestataires qui seraient plus spécialisés encore dans les prestations que vous cherchez et qui les feraient mieux pour un coût moindre parce qu'ils n'ont pas toute une société à faire tourner derrière ou tout un service d'édition à faire tourner derrière. Donc faites d'autres devis aussi sur certaines prestations, ça vous permettra de jauger un peu la proposition de l'éditeur. Comme je le disais, c'est préférable de s'enseigner sur l'éditeur. Et il faut savoir aussi que, en tout cas dans les contrats, les éditeurs vont avoir des logiques particulières selon leur nationalité. Un anglo-saxon va être très formel avec des contrats assez déséquilibrés en première proposition. Donc il ne faut pas hésiter à négocier un peu dur le contrat. Il faut effacer les clauses qui ne sont pas en votre faveur et un peu nettoyer le contrat. Pour un éditeur chinois et asiatique, ils vont un peu moins accepter la modification du contrat. Donc, il faut faire des modifications quand il faut, mais il va falloir bien les apporter dans le cadre de la négociation. Il va falloir les tourner d'une bonne façon pour qu'ils soient acceptables pour l'éditeur asiatique ou chinois, par exemple. En Union européenne, les éditeurs vont être plutôt arrangeants. J'exclus le UK, je le considère comme des Américains dans ce cadre des négociations. Mais ils vont être plutôt arrangeants, mais ils vont avoir des pièges dans le contrat. C'est-à-dire qu'il y a des choses, parfois des mécanismes qui seront à votre défaveur et qui seront un peu cachés. Donc il va falloir bien négocier le contrat aussi, mais en théorie, les éditeurs européens ont tendance à vouloir être pro-studio, avec la valeur que ça a comme expression, mais ils vont vouloir avoir un contrat équilibré. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bienvenu, en tout cas dans certaines négociations. Mais attention sur les éditeurs européens, parfois il y a des éditeurs qui trouvent que le contrat n'est pas forcément la priorité, donc le rédigent un peu par-dessus la jambe. Et ensuite, quand on a un litige, ça devient un peu compliqué de protéger vos droits, etc., etc. Ça peut arriver, ça peut entraîner des conflits qui, au pire des cas, font couler votre boîte. Ça a pu déjà arriver à certains de mes clients. Ou au meilleur des cas, vous fait perdre pas mal d'argent, en plus du juridique, mais aussi qui empêche l'exploitation des jeux que vous avez sortis, quoi. Quand est-ce qu'on s'organise? Il y a 2 stades, à mon sens, sur les négociations, avant les négociations avec l'éditeur. Au stade du pitch, il faut donner un aperçu suffisamment convaincant de son jeu et préparer l'ouverture au négo. Du coup, en fait, il faut sélectionner les informations que vous voulez faire passer à l'éditeur. Et s'il y a certaines informations que vous voulez garder confidentielles, vous les gardez confidentielles à ce niveau-là. Vous pouvez les évoquer dans le pitch, mais sans les montrer complètement. Il y a 2 démarches à faire, c'est donc bien déterminer les informations que vous pouvez montrer au public et protéger son IP. Protéger son IP, ça va être quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la datation. Ça peut être aussi un dépôt de marque. Si le nom de votre jeu est déjà fixé, déposez ce nom avant d'aller chercher des éditeurs, pour pas qu'un éditeur reprenne le nom du jeu ou veuille l'exploiter de son côté. C'est assez rare. Ça a pu arriver sur le marché mobile. Moi, personnellement, j'ai jamais eu un éditeur qui a volé la marque d'un client studio après l'avoir rencontré. Ça se passe pas vraiment comme ça, et même pour la réputation de l'éditeur, en PC console en tout cas, c'est un peu dur, et c'est un bon moyen de se griller dans l'industrie, quoi. Mais quand même, moi je recommande tout de même d'avoir un dépôt sur la marque en question. Le deuxième point, c'est lorsqu'un éditeur est intéressé par un projet, le but, ça va être de protéger ses intérêts pour atteindre un contrat équilibré. Et là, vous pouvez faire signer, si vous le souhaitez, un NDA, donc un accord de confidentialité. C'est uniquement lorsque vous allez avoir des
des négociations un peu approfondies que vous allez vous faire signer un accord de confidentialité. Avant, ça servira à rien parce que ça fera peur aux éditeurs, même ça mettra des démarches, enfin ça mettra des démarches qui sont trop lourdes par rapport aux enjeux pour l'éditeur. Certains de mes clients ne négocient même pas avec un NDA, et ça se passe très bien. Moi, en tant que sur la partie juridique, je suis plutôt à vous conseiller de faire signer un accord de confidentialité pour vous sentir libre d'adresser l'ensemble des informations que vous souhaitez, notamment s'il y a des features spécifiques ou s'il y a une stratégie commerciale spécifique, qu'elle puisse être protégée par le NDA, par le secret. Et c'est là où vous allez montrer vos informations confidentielles au projet, donc tout ce qui est business plan, stratégie économique, etc. Le NDA, je fais un petit hiatus dessus rapidement. Donc c'est le contrat qui va protéger l'échange d'informations, qui va créer une bulle de secret, qui va permettre avec l'autre signataire du NDA d'échanger des informations. Il y a certaines informations qui sont souvent dans les accords de confidentialité auxquelles il va falloir faire attention. Bien identifier les informations couvertes par la confidentialité, bien identifier la durée de la confidentialité, etc. etc. Il faut quand même quelque chose qui est assez peu dans les contrats et qu'il faut vérifier à chaque fois, il faut que le NDA comporte une interdiction d'exploitation personnelle des informations. C'est-à-dire que dans le cadre d'un accord de confidentialité, on peut garder confidentiel des informations, mais utiliser ces informations pour faire un jeu en parallèle sur un autre projet, par exemple. Un éditeur pourrait récupérer des informations sur un jeu, un party game, par exemple, parce qu'il est en train de développer un party game de son côté, et donc utiliser les informations que vous lui communiquez dans ce style de jeu pour améliorer son autre projet. Dans ce cas-là, il n'irait pas au bout de ces négociations, mais il aurait simplement les informations, et comme il ne divulgue pas les informations, la confidentialité sera préservée. Donc c'est pour ça qu'il faut cloisonner quand même les projets et aussi indiquer dans le contrat que les informations ne pourront pas être utilisées pour d'autres projets que ceux pourquoi elles ont été communiquées. Donc c'est assez, c'est pas souvent, enfin c'est pas toujours dans les contrats de confidentialité. Il faut faire attention à ce petit point-là. Ouais, il y a une petite question. J'ai vu Oui, c'est moi, Rémi. Ouais. Concernant la durée de la confidentialité, est-ce qu'il y a des petits pièges? Est-ce que par l'expérience, on fixe toujours à vie la durée de la confidentialité ou on dit Non. pendant X années? Ouais, ce sera plutôt 5 ans après la communication parce qu'il y a deux choses. C'est que on considère au bout de 5 ans, enfin, je dis 5 ans dans le jeu vidéo. Si vous faites un projet de logiciel pour la défense, ce sera plutôt 15-20 ans. Mais c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais là, pour le jeu vidéo, ça sera 5 ans parce qu'on considère qu'au bout de 5 ans, les informations pourraient être périmées ou en tout cas plus il sera plus nécessaire de conserver la confidentialité sur ces informations. Ou si vous faites un contrat avec l'éditeur, en fait, c'est la clause de confidentialité du contrat avec l'éditeur qui reprendra la suite. Donc la confidentialité, ça sera celle du contrat d'édition ensuite. Donc 5 ans, c'est bien. Si vous mettez éternel ou sans durée ou illimité, il faut savoir que les contrats en droit français, les contrats illimités, c'est des contrats à durée indéterminée, comme dans le contrat de travail. Et donc ils peuvent être résiliés à tout moment, sur simple demande d'un des co-signataires. Donc il faut justement prévoir, en respectant un préavis, donc de quelques mois, il faut prévoir une durée, au moins la personne ne peut pas résilier, parce que sinon ça annihilerait complètement l'intérêt de l'accord de confidentialité. Du coup, moi j'aime bien 5 ans à partir de la communication. Vous pouvez même dire 5 ans à partir de la sortie du jeu. Le problème, c'est que si vous ne continuez pas la négociation avec la personne, la sortie du jeu, ça relève pas de son activité, donc ça peut être contestable juridiquement. Donc 5 ans à partir de la signature, pour moi, ça me paraît bien comme... vous pouvez monter à 7 ans, si vraiment vous êtes... c'est un projet long terme avec une production assez importante. Mais souvent, 5, c'est bien. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Let's go. Deuxième partie, donc avant les négociations, bien se préparer, bien dater, suivre le temps passé pour pouvoir négocier ensuite, bien se renseigner sur l'éditeur et ce qu'on cherche, faire des devis complémentaires, etc. Bien organiser le transfert des informations et le secret si vous le souhaitez. Mettre en place, pas directement au niveau des pitchs et la recherche d'éditeurs, mais quand vous aurez des négociations un peu plus approfondies avec un éditeur.
Pendant la négo, alors comme tout contrat, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'est que ça va, enfin, et même c'est naturel, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, ça va mieux en le disant en tout cas. Comme tout contrat, un contrat d'édition, ça se négocie. Un éditeur ne vous fait pas une fleur s'il vous propose un contrat d'édition. Il faut savoir que l'éditeur ne sollicite quasiment jamais son juriste avant de présenter le contrat. C'est le service commercial qui va remplir le contrat. Donc parfois même, il y a des modèles qui sont envoyés qui ne sont pas adaptés à votre projet. Donc il ne faut pas hésiter à reprendre le contrat et le retravailler. C'est fait pour ça. Il y a des choses qu'il ne voudra pas retravailler, que l'éditeur ne voudra pas retravailler parce que ça fait partie de son fonctionnement. Mais il faut toujours négocier un contrat d'édition. C'est trop important pour vous en tant que studio de prod, pour votre projet et pour la survie de votre société. Moi, j'ai trop d'éditeurs, notamment des éditeurs français, qui ont pu proposer des contrats complètement déséquilibrés et qui ont fait couler des boîtes à cause de ça. Donc c'est un vrai sujet de survie de votre entreprise de bien négocier votre contrat d'édition, parce que ça peut faire peser un risque très important sur votre boîte. Ne cherchez pas à signer rapidement à tout prix le contrat. Et même l'éditeur ne vous fait pas une fleur lorsqu'il vous fait un contrat. C'est justement qu'il est intéressé à votre projet et donc votre projet peut lui apporter de l'argent. Donc vous avez un levier de négociation ici, ce qui serait de dire, bah, s'il est intéressé à mon projet, bah, moi je peux le vendre à bon prix, entre guillemets. En tout cas, je ne suis pas obligé de me brader, je ne suis pas obligé d'accepter l'ensemble de ces conditions. Si vous êtes en difficulté financière, est-ce que vous avez d'autres moyens de financement à aller chercher? La pire des choses, c'est d'aller chercher un contrat d'édition quand vous êtes vraiment au bord de la fermeture de votre boîte et que vous n'avez plus aucune thune. C'est là où l'éditeur va pouvoir négocier ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il vous faudra absolument l'argent qu'il vous propose. Et là, dans ce cas-là, vous serez dans une situation complètement déséquilibrée pour l'édition de votre projet. Donc, le contrat d'édition, il faut aussi aller le chercher si possible avec des alternatives, même si c'est pas votre premier choix d'aller chercher autre chose qu'un éditeur, mais quand même vous avez d'autres projets de financement pour vous dire, ben, en fait, pour ne pas vendre votre âme à un éditeur ou vendre votre jeu à des conditions qui sont inacceptables en général, quoi. Donc, comme je le disais, une négociation, c'est un rapport de force, donc il ne faut pas se sous-évaluer. Les investissements de votre production, et les autres financements que vous avez pu avoir, c'est des arguments en votre faveur dans le cadre de la négociation. Et c'est l'intérêt de suivre sa production pour bien l'évaluer. Votre expérience, votre savoir-faire, c'est pareil. Si vous avez déjà sorti d'autres jeux, d'autres productions, et ces jeux ont fonctionné ou pas, parce que parfois un jeu qui ne fonctionne pas, c'est intéressant aussi pour les retours qu'il a pu avoir sur une expérience qui a été faite sur certaines mécaniques ou sur certains styles. Les éditeurs savent très bien qu'un premier jeu qui a été un échec, ça ne veut pas dire forcément qu'un deuxième ne va pas tout exploser. On a des studios en France, on est un peu les champions pour ça, qui sortent un ou deux jeux qui fonctionnent quasiment pas et qui derrière sortent un troisième jeu en auto-édition qui explose tout. Et quand je dis exploser tout, c'est qu'ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Bon, c'est pas des chiffres de triple A, mais c'est quand même, enfin pour des studios, c'est assez exceptionnel. Ça, les éditeurs le savent très bien. Et donc, mettez en avant aussi vos anciennes prods et les points positifs des anciennes prods. C'est aussi un point qui est assez important lorsque vous demandez des financements, parler des besoins réels de financement ou voire même montez-les un petit peu. Évitez d'être trop raisonnable dans vos demandes de financement. S'il vous plaît, ne soyez pas raisonnable. Soyez soit réaliste, soit voire demander un peu plus. Parce qu'il y a des dépenses de prod que vous n'aurez pas anticipées. Et donc, ça pourra poser problème ensuite dans la production. Typiquement, le juridique, je sais qu'il est quasiment jamais anticipé. Or, c'est des frais potentiels assez importants. Si vous faites les choses bien, ce ne sera pas très important. Si vous faites les choses mal et que vous vous en occupez trop tardivement, un conflit dans le cadre de votre prod, ça coûte cher. Ça coûte cher en juridique, mais ça coûte cher aussi parfois en remplacement d'assets. Donc ça, c'est aussi des choses. Ne soyez pas raisonnable dans vos demandes, augmentez un peu les enveloppes que vous demandez pour aussi montrer votre sérieux et s'il y a un problème, que vous puissiez avoir une petite réserve de côté. De la même façon, s'il y a un problème de paiement avec votre éditeur, si vous avez une petite réserve du fait des milestones qui sont déjà passés, ça sera beaucoup plus simple
de mettre la pression à votre éditeur ou de négocier des nouvelles modalités de paiement que être complètement sans financement et être au bord de la faillite parce que votre éditeur a décidé de ne pas vous payer la dernière milestone. Donc voilà, mon message dans la négociation monétaire de financement du contrat d'édition, ne soyez pas raisonnable. Soyez réaliste et rajoutez un petit peu. Sur l'étendue de la cession du transfert des droits, il va falloir déterminer avec précision dans le contrat d'édition quels sont les droits cédés, pour quelle étendue, quelle destination, quel territoire, quelle durée. C'est assez important que lorsque vous allez signer votre contrat d'édition ou le négocier, de bien vérifier les droits que vous donnez à votre éditeur. Est-ce que vous donnez uniquement le droit d'exploitation du jeu tel que vous l'avez créé? Est-ce que vous lui donnez les droits de portage? Et dans ce cas-là, dans quelle modalité? Qui a droit de faire le portage et combien vous récupérez sur le portage, par exemple? Est-ce qu'il n'y a que vous qui faites le portage? Et dans ce cas-là, on reste sur la même rémunération, le même split de rémunération? Ou est-ce que l'éditeur peut aller chercher un tiers? Et dans ce cas-là, quels sont les impacts pour votre rémunération sur les ventes du portage? La question des suites. Est-ce que vous avez le droit de faire des suites? Est-ce que c'est vous qui les faites? Est-ce que vous êtes obligé de passer par l'éditeur ou au moins l'informer ou au moins lui proposer un pack de préférence, donc lui proposer en préférence le projet à l'éditeur? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui fera les suites? Complètement, il n'a même pas besoin de vous demander votre avis. Pareil pour le merchandising. Dans ce cas-là, pour le merchandising et pour les suites également, quel est le pourcentage de rémunération, que vous allez toucher s'il y a une suite qui est faite par l'éditeur, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses à déterminer directement dans le contrat d'édition. La même chose pour le territoire, ce sera plutôt une commercialisation mondiale, sauf si vous sollicitez un éditeur local. Ça se fait beaucoup en Chine, notamment. Vous allez chercher un éditeur spécifique pour un territoire particulier qui connaît son territoire. Dans ce cas-là, faites attention à bien limiter le territoire d'édition. Si vous sollicitez un éditeur pour la Chine, ne lui donnez pas l'autorisation d'exploiter le jeu dans le monde entier. Ça sera juste pour la Chine. Le reste, c'est vous qui vous en occupez. Pareil pour la durée. Négocier une durée de 5 à 7 ans maximum sur le contrat d'édition après la sortie du jeu, c'est largement suffisant. Après, il y a certains mécanismes qui diront si l'éditeur ne s'est pas remboursé, le contrat se poursuit. Pour moi, c'est des mécanismes qu'il faut contester parce que sur les jeux qui ne fonctionnent pas, ça permet pour l'éditeur à avoir la mainmise de votre jeu pendant des années et des années sans que vous puissiez le contester. Pour moi, c'est un risque que doit prendre l'éditeur et c'est pas à lui de s'accaparer de votre IP parce que le jeu n'a pas fonctionné du fait de la qualité de la production et ou de l'action de l'éditeur dans le marketing, etc., etc. Donc ça, c'est des choses à voir directement dans le contrat et donc bien identifier et limiter l'étendue de la cession dans le cadre du contrat d'édition. Il y a certains, là ça se fait beaucoup moins, mais il y a 3-4 ans, même 2-3 ans, il y a pas mal d'éditeurs qui demandaient une prise de participation au sein du studio, en plus du contrat d'édition. C'est-à-dire qu'ils finançaient la prod et en plus ils prenaient des parts de votre boîte. Pour moi, ça c'est à refuser immédiatement. Sauf si c'est un financement alternatif, sauf si il y a une contrepartie qui est donnée sur le rachat des parts de votre boîte, mais ce n'est plus un contrat d'édition, c'est un contrat d'investissement dans votre société, mais ce n'est plus un contrat d'édition. Le contrat d'édition, c'est un contrat qui porte sur le projet et pas sur votre boîte. Si c'est un contrat qui porte sur votre boîte, c'est de l'investissement, c'est une levée de fonds, etc., etc. Donc s'ils mixent les deux, c'est deux choses qui se négocient séparément et typiquement, on ne peut pas, en contrepartie du financement du projet, prendre une partie de votre boîte, prendre des parts de votre société, parce que souvent, en plus, l'éditeur, le prix des parts de société, il va le recouper dans les rémunérations qu'il va toucher sur le projet. Ça n'a aucun sens juridiquement. Donc ça, il faut bien séparer les deux. S'il y a une prise de participation de votre société dans le cadre du contrat d'édition, vous la refusez. Et si l'éditeur est intéressé par acheter certaines actions de votre société, vous ouvrez une autre discussion sur ce sujet-là particulièrement. Donc, comme je le disais, en fait, la problématique, en tout cas sur cette prise de participation, la problématique, c'est que si vous laissez entrer l'éditeur dans votre boîte, par l'achat d'actions de votre boîte, il va avoir une vision sur l'ensemble de l'activité de votre studio, d'une part, et d'autre part, pour les projets futurs, il aura un droit de regard sur tous vos projets futurs. Sachant que si vous avez, je dis au hasard Focus, parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, là ils ont arrêté de le faire je crois, qui prenait des parts de votre boîte,
ça empêchera certains éditeurs de s'aligner sur l'édition de vos prochains projets parce qu'ils savent qu'il y a focus dans votre boîte. Et donc, commercialement, il va y avoir une problématique de oui, mais vous travaillez déjà avec un tel, nous, on ne veut pas éditer votre jeu parce qu'on est en concurrence directe avec un de vos investisseurs. Donc, en fait, ça permet aux éditeurs de garder la main mise sur votre société et vous, en tant que studio, ça vous fera perdre certaines opportunités commerciales à l'avenir. Donc, c'est aussi un sujet de vous hypothéquez un peu l'avenir de votre boîte du fait de l'achat de ces parts enfin, de ces actions, ces parts de votre société. Du coup, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui doit se négocier séparément, à mon sens. Ouais, une petite question. Pour le coup, j'ai encore une question. Est-ce que par expérience, dans l'historique, il y a déjà eu des éditeurs qui ont voulu avoir la main mise sur un studio, et parce qu'en fait, là, comment dire, les fils directeurs, mais la ligne directrice du studio et de l'édition, en fait, sont quasiment les mêmes. Par exemple, je veux faire que des jeux Wholesome, par exemple, et finalement, on a un éditeur qui veut faire que ça. Ouais. Il n'y a pas un avantage Oui, il y a un avantage, mais dans ce cas-là, c'est pas un contrat d'édition, c'est un rachat de boîte. Ouais. Et donc, on peut faire un contrat d'édition en même temps, mais ça n'a pas la même ampleur. C'est-à-dire que c'est pas la même rémunération qu'on va vous donner. Et c'est pas les mêmes. En fait, le schéma n'est pas le même. Donc ça arrive souvent. Enfin, Focus faisait ça, hein. J'évoquais le cas de Focus, mais ils font ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ils éditaient beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui se sont fait beaucoup de studios qui se sont fait racheter par des tiers, par Nikon par exemple, ou je crois que c'est ou par Embracer. Et en fait, Focus de 2020 à 2025, je crois, parce qu'il y a eu encore un dernier qui a été fait. Ils ont perdu beaucoup de studios et donc c'est quasiment impossible lorsque le studio se fait racheter par une société tierce, par un éditeur tiers, de poursuivre l'édition, ou en tout cas l'édition est assez difficile à poursuivre. Et donc ils mettaient en place ce rachat d'une partie des studios pour sécuriser ce type de rachat. Mais vous, en tant que studio, c'est pas votre intérêt. Mais à côté de ça, s'il y a un éditeur qui vous propose, en fait, on veut prendre une participation au sein de ta société, le financer de cette façon, et derrière aussi avoir des actions et être aligné avec ce que vous faites parce qu'on pense que votre activité est alignée avec la nôtre, vous pouvez accepter des négociations de prise de participation dans votre société ou de financement de votre société. Mais c'est juste que c'est pas un contrat d'édition. Et donc ça demande une dot négociation, ça demande aussi à être accompagné avec un avocat en droit des sociétés, en vrai. Et donc c'est quelque chose qui se fait avec un profil comme le mien en propriété intellectuelle et un avocat en droit des sociétés en duo, quoi. Parce que l'opération n'est pas la même. L'enjeu est trop gros, donc du coup, il faut se rapprocher avec vraiment des parties. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y aura, nous, quand on va faire un contrat d'édition, l'enjeu sera vraiment sur le projet en question ou pour les suites du projet, donc, mais sur cette IP. Lorsque ça va être une négociation sur votre studio, ça va être sur votre studio en ensemble et sur tous les moyens de production qui peuvent en découler, quoi. Et donc c'est deux choses différentes et donc il faudra évaluer les deux options. Là, ce que j'évoquais, ce qu'il faut refuser, c'est plutôt les éditeurs qui vont vous demander une prise de participation par défaut juste pour éditer votre jeu. Ça n'a aucun sens et ça n'a pas d'intérêt pratique pour vous. C'est juste vous perdez des opportunités commerciales pour l'avenir, etc. Ouais, dans la balance, c'est même pas du long terme, c'est du court terme. Donc, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Aucun intérêt. Exactement. C'est même pas lié. Ouais, c'est ça. C'est hors sujet pour moi. C'est vraiment ça. Ça n'a pas de lien, ça ne doit pas avoir de lien. Si par contre vous construisez une relation en long terme avec un éditeur et que vous voulez intégrer cet éditeur, oui, un rachat de boîte, ça se fait et c'est très bien. Ok. C'est clair. Et je crois que NetEase faisait que du rachat de boîte. Il faisait un peu, en fait, il rachetait les boîtes pour faire un contrat d'édition par-dessus. Je crois. En tout cas, il y a des opérations comme ça qui sont faites avec certains financeurs. Je crois que c'était NetEase qui le faisait. Mais voilà, c'est des opérations qui sont envisageables, mais c'est pas la même nature, quoi. C'est pas un contrat d'édition pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, je peux continuer. Donc, quid de céder l'IP?
Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais le fait de céder l'IP, en fait, ce à quoi ça s'apparente quand on dit ça dans un contrat d'édition, c'est d'un côté conserver l'IP ou transférer l'IP. Ça va être, en fait, on va avoir ce discours-là selon le type de contrat d'édition. Et donc, il y aura tout de même des transferts d'IP, quoi qu'il arrive dans un contrat d'édition, parce que c'est le cœur du sujet, c'est autoriser un tiers à exploiter votre IP, donc il y a des autorisations qui sont données. Mais lorsqu'on dit conserver l'IP, ça va être plutôt pour des types de contrats d'édition, alors que transférer l'IP, ça sera pour d'autres types de contrats d'édition, avec d'autres conséquences et des financements plus élevés notamment. Lorsqu'on va vouloir conserver l'IP, c'est plutôt pour des financements moins élevés, pour des productions assez avancées, des équipes assez expérimentées, et on va plutôt s'adresser à des éditeurs, des labels. Donc des personnes qui vont soit apporter simplement un service, soit qui vont bien connaître leur secteur d'activité. Dans ce cas-là, il va falloir bien vérifier que les DLC de la suite ou les droits d'adaptation soient au studio, et donc soient conservés par le studio, que le dépôt de marque soit fait par le studio, que les produits dérivés, tout ce qui est vente d'OST, ça passe par le studio, etc., etc. Dans cette hypothèse-là, il faut bien faire attention que l'éditeur n'a pas de possibilité de s'accaparer le projet, notamment s'il résilie le contrat, notamment si le contrat, enfin le jeu n'atteint pas un certain chiffre d'affaires particulier, etc. Il faut également vérifier s'il n'y a pas des droits de préférence en faveur de l'éditeur. Tout ça, je serais plutôt d'avis quand un éditeur vous dit qu'il ne veut pas prendre l'IP et qu'il vous laisse l'IP, d'écarter tous ces éléments des contrats d'édition parce que c'est pas la logique d'un contrat d'édition qui laisserait l'IP entre guillemets au studio. Si néanmoins on est dans un contrat d'édition où l'éditeur veut prendre l'IP entre guillemets, même s'il ne va pas l'assumer comme ça, mais ce sera indiqué dans le contrat, ce sera plutôt pour les projets qui ont un fort besoin de financement, voir qui sont des commandes directement, un peu à la Microïd. Une Microïd, on est complètement sur des commandes. Ils prennent des studios un peu pour des prestataires de services en réalité. Leur contrat est tellement contraignant que même les studios ont du mal de poursuivre sur d'autres projets ensuite. C'est souvent pour des productions très early, très en début de prod, et ça va plutôt concerner les éditeurs anglo-saxons. Si votre projet est en fin de prod ou si votre projet est par des équipes expérimentées ou n'a pas besoin de financement, ne transférez pas votre IP. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes en train de négocier un contrat qui est complètement déséquilibré à mon sens. Ne faites pas ça. Conservez votre IP et donc donnez peu de droits à votre éditeur sur le contrôle de l'IP ensuite. Donc le fait de transférer son IP entre guillemets, c'est donner le contrôle entier de l'IP à l'éditeur. La possibilité même de sortir le studio sur certaines opérations. Si l'éditeur veut faire un DLC, une suite ou une adaptation, il pourra le faire de son côté en donnant un pourcentage au studio. Tout est quasiment géré par l'éditeur et il y a un vrai droit ce qu'on appelle un droit de step-in, c'est-à-dire de remplacer le studio si il ne remplit pas ses objectifs entre guillemets. On est presque dans la prestation. Si vous acceptez ça, il faut que ça soit dans un certain objectif. Par exemple, je parlais des contrats microïds. Moi, je trouve que les contrats microïds sont, en tout cas les anciens, parce qu'aujourd'hui il y a eu un changement de direction, mais les anciens sont quand même très déséquilibrés et font porter un risque très important sur les studios. Pour moi, c'est bien pour former une première équipe, faire un premier jeu, avoir le financement d'un premier jeu. Mais il faut se dire que c'est pas ce qui va permettre aux studios d'avoir un financement pour une deuxième prod, par exemple. C'est assez spécifique et c'est des contrats qui sont assez contraignants et pas en faveur du studio, quoi. Donc, il faut accepter ce genre de contrat uniquement pour des besoins très spécifiques ou des moments très spécifiques. La question de la rémunération. Ça, c'est un point très important dans le contrat d'édition et ce qui est difficile à négocier parce que les éditeurs vont vous sortir des excuses en veux-tu, en voilà. Ils vont vous dire oui, c'est nos pratiques, oui, en fait, on met trop d'argent dans le projet, oui, etc., etc., etc. En fait, il y a des choses pour négocier, il y a des choses pour négocier la rémunération dans un contrat d'édition qui est, par exemple, démontrer votre expérience, démontrer le temps de prod, les dépenses que vous avez déjà réalisées. Limiter le risque de l'éditeur, le risque qui est pris par l'éditeur dans le projet, etc., etc. En tout cas, lui démontrer ces éléments-là. En tout état de cause, dans le contrat d'édition, il faut vérifier que la rémunération
est clairement établi et est réel. C'est-à-dire que on ne doit pas être dans une situation où vous allez toucher votre rémunération après la recoupe de toutes les dépenses de la terre entière. Ça, je le dis un peu en blaguant, mais en réalité, il y a des contrats d'édition qui vont permettre à l'éditeur de tout recouper. Parfois même des salaires de contrat de travail sur d'autres projets. Ça n'a aucun sens, mais dans les contrats, parfois, c'est prévu. Et donc, il faut bien déterminer les recoupes et que l'éditeur, si les recoupes ne sont pas prévues au sein du contrat, qu'elles fassent l'objet d'un accord de votre part. C'est-à-dire, typiquement, si l'éditeur s'engage à dépenser 150 000 euros, il faut que l'éditeur, s'il veut recouper ces 150 000 euros de marketing, je parle, pardon, il veut dépenser 150 000 euros de marketing pour le jeu, pour qu'il puisse recouper ces 150 000 euros, il faut qu'il vous prouve que ces 150 000 euros aient bien été dépensés, donc il vous adresse les factures, etc., etc., d'une part, et d'autre part, s'il veut rajouter des sommes, il faut votre accord préalable. Et donc, ne pas permettre à l'éditeur d'augmenter les recoupes comme il le souhaite. Ça, c'est très important parce que sinon, l'éditeur pourrait rajouter des recoupes sans vous les prouver et ne jamais vous verser votre rémunération. Artificiellement, continuer à dire j'ai dépensé ça, j'ai dépensé ça. Vous lui demandez des preuves. Par exemple, c'est un éditeur américain. Il vous les transmet pas parce qu'il dit j'ai pas besoin du fait du contrat, j'ai pas besoin de transmettre les preuves. Vous, pour obtenir ces preuves, il faut faire une action en justice. Aux États-Unis, ça sera trop cher pour vous. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas la faire. Et en pratique, il vous a piégé, entre guillemets. Donc, le contrat doit prévoir ces communications de preuves. Le contrat doit prévoir ces éléments de façon très explicite pour aussi vous permettre de contrôler les dépenses et pour vous permettre de préserver votre rémunération. De la même façon, il faut une possibilité de contrôle et d'audit. Si vous pensez que les comptes ne sont pas justes, les informations qui vous sont transmises par l'éditeur sont fausses, il vous faut une possibilité d'aller chez l'éditeur, contrôler directement les comptes, voire prendre avec un huissier, saisir un ordinateur et partir avec. Ça, c'est possible de le faire si on le prévoit directement dans le contrat. C'est surtout très dissuasif pour un éditeur qui sait qu'il est en train de frauder. À partir du moment où vous lui dites on va faire un contrôle en audit, merci de nous donner, enfin on va le faire à cette date-là. Souvent, l'audit, il n'y a pas besoin de le faire, l'éditeur va communiquer les informations. Donc c'est aussi un pouvoir dissuasif dans le contrat et c'est pour ça qu'il faut le prévoir. Même si on ne va pas forcément l'utiliser, c'est assez important. Donc bien déterminer les recoupes, bien être informé aussi des ventes. Dans la reddition des comptes, dans les rapports qu'il vous envoie, l'éditeur doit vous informer de toutes les ventes et ce qui est recoupé de ces ventes. Il faut avoir la possibilité, à mon sens, d'avoir accès aux rapports de vente Steam, Microsoft et Sony, donc pour les consoles, pour Steam directement, pour avoir les chiffres directement communiqués par les plateformes. S'ils refusent de vous les communiquer, parce qu'il dit par exemple il y a des informations d'autres jeux, vous lui demandez de caviarder, avec la même possibilité de caviarder les autres jeux pour vous communiquer ces pièces de première source pour vous permettre de bien contrôler les chiffres. Ça, il faut le prévoir dans le contrat, c'est indispensable à mon sens. Sur la rémunération en tant que telle, moi je vous recommande très fortement de prévoir une rémunération qui tombe dès le premier euro obtenu par l'éditeur lors de la vente du jeu. Donc de refuser systématiquement les recoupes 100%, 0%. Si vous n'avez pas de marge de négociation, rajoutez des milestones complémentaires post-sortie, post-launch. Alors, le minimum avant la recoupe, se conserver 10 ou 20% pour être en mode 10-90 ou 20-80 en faveur de l'éditeur. Ça va se négocier justement grâce à vos investissements initiaux, d'une part, et d'autre part, pour vous permettre de toucher une rémunération à la sortie du jeu. Parce que si vous avez un calendrier de milestones qui prévoit des milestones jusqu'à la sortie du jeu, et que derrière, vous devez faire le suivi post-launch, donc faire travailler vos équipes, mais qu'en fait, le jeu ne fonctionne pas suffisamment, donc vous n'avez aucune rentrée d'argent, en fait, au bout de 3 mois, vous êtes en liquidation, parce que vous n'avez aucune rentrée d'argent, parce que vous attendiez les pourcentages, la recoupe de l'éditeur, et les pourcentages, s'il est à 100, 0%, le temps qui se recoupe, ça peut être très lent, entre guillemets. Alors que si vous avez 10, 20%, vous pouvez quand même obtenir une première rémunération, un minimum de rémunération pour maintenir vos équipes. Je finis juste avec ça. S'il le refuse dans la négociation, dans ce cas-là, dans le calendrier de milestone, ajoutez des milestones post-sortie, gonflez-les un peu également, pour vous permettre de durer pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, avec des milestones qui continuent à tomber par l'éditeur. Si vous ne les payez pas, là, dans ce cas-là, vous pourrez aller demander un paiement
le contraindre pour vous verser ces milestones. Ça sera pour tenir justement un moment entre deux prods, le temps que vous obtenez aussi le crédit d'impôt jeux vidéo peut-être, mais en tout cas à la sortie de la prod, pour que vous ayez, à la sortie du jeu, pour que vous ayez un minimum de rémunération qui tombe pour rémunérer vos équipes ou pour vous rémunérer vous. Ouais, il y avait une question. Ouais, je voulais juste vérifier quelque chose. J'imagine qu'il faut préférer la première solution, le minimum avant recoupe, parce que les milestones additionnelles, elles vont faire partie du recoupe, donc elles vont agrandir le recoupe. Ouais. J'imagine. Ouais. Ouais. Donc tout ce qui est pourcentage based sur le recoupe va augmenter avec. Donc, c'est pour ça que la première partie est plus intéressante, c'est ça? Ouais, après il y a des éditeurs où le financement est tellement important, si vous mettez 2 millions d'euros sur la table, ils vont être un peu sensibles à ces premiers 10% et à la vitesse de recoupe. Donc c'est au cas par cas en négociation, si vous pouvez avoir un 20-80, c'est bien. Selon les financements, si l'éditeur ne finance pas du tout et apporte que des services, allez chercher un 50-50. Parce qu'il n'y a quasiment pas de risques qui ont été développés par l'éditeur, enfin, qui ont été engagés par l'éditeur. Donc vous pouvez aller chercher même plus que ça, vous pouvez aller chercher un 50-50. Si on est dans un financement assez important, aller chercher soit un 70-30 si le financement n'est pas important, s'il est assez important, essayer d'aller chercher un 80-20. Mais ouais, pour moi, c'est le mieux parce qu'au moins, ça vous permet d'être intéressé au succès du jeu. Ça intéresse aussi l'éditeur au succès du jeu. Vous pouvez aussi mixer les deux. Ça n'empêche pas d'avoir un 20-80 et deux milestones complémentaires parce qu'on considère que le contrat d'édition se poursuit parce que justement, vous faites le suivi post-launch. Parce qu'il y a un engagement souvent dans les contrats d'édition de correction de bugs, etc. Et ça, c'est de la rémunération particulière. Voire que vous vous engagez à faire des mages de contenu additionnel au bout de 6 mois. Donc là, c'est carrément même dans le projet d'édition, ça fait partie du truc. Donc si vous pouvez mixer les deux, ça peut être intéressant. Mais parce que moi, la problématique que j'ai avec la milestone, c'est que en fait, ça peut être intéressant si vraiment vous calculez ces apports dans un projet de financement long terme, entre guillemets, si vous dites on va quasiment rien toucher du jeu ou ce qu'on va toucher du jeu, ça va être un bonus et on a juste besoin des milestones pour partir sur notre prod ou pour initier une autre prod pour chercher d'autres financements. Là, dans ce cas-là, ok, on peut se satisfaire que de milestones, mais si vous pouvez avoir un pourcentage, c'est ce que je vous recommanderais. Merci. C'est un peu une négociation, enfin, ça dépend vraiment des projets des boîtes en fait, des studios et comment ils veulent financer leur projet. Mais moi, je préfère, oui, le bon 20% 80 avant la recoupe, c'est très bien. Il y a aussi des éditeurs qui vont vous mettre des recoupes différentes, enfin des pourcentages différents selon le nombre de recoupes, en tout cas le montant des recoupes. Souvent, les éditeurs, ils vont vous mettre, le plus souvent, ils vont essayer de faire passer un 100%, 0%, ensuite un 70-30 en leur faveur, et après un 50-50 quand ils se sont recoupés 3 ou 4 fois. Ça, vous n'êtes vraiment pas obligé d'accepter. D'une part, déjà sur le 100, 0%, baissez-le et mettez-le à 80-20, surtout s'il a un avantage ensuite sur les autres recoupes. Si par exemple, une fois qu'il s'est recoupé une fois ou deux fois, il passe en 70-30, dans ce cas-là, la première recoupe, c'est pas 100%, 0%, ça sera plutôt 10-90 ou 20-80, parce qu'il a un avantage ensuite sur les prochaines recoupes. Et par contre, s'il maintient le 100%, 0%, ne mettez pas des seuils de recoupe intermédiaires, ou en tout cas des pourcentages intermédiaires. Soit on fait 100%, 0% et ensuite on va à 50-50 ou 70-30 en votre faveur. Soit on est sur des taux dégressifs, mais dans ce cas-là, on commence à 80-20 et ensuite à 70-30 et ensuite à 50-50, etc., etc. Donc ça, vous avez quand même une grosse marge de manœuvre pour négocier ça, même si les éditeurs vous disent que non. C'est quand même des points importants et c'est des points importants aussi pour la survie de votre studio. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça, c'est quelque chose. Je ne peux que vous encourager à appuyer sur ces éléments-là pour éviter que votre boîte coule très directement. Quelle résiliation? Donc ça, c'était sur la question de la rémunération. Ensuite, sur les points de résiliation du contrat d'édition. C'est un autre gros piège du contrat d'édition. Il faut faire bien attention aux possibilités de résiliation du contrat par l'éditeur et quelles sont les conséquences de cette résiliation. La difficulté ici, c'est qu'il faut étudier la logique globale du contrat.
et donc parfois il y a des pièges avec des renvois sur d'autres articles qui font que en fait l'éditeur peut résilier quand il souhaite le contrat, et tant que vous n'êtes pas remboursé, l'IP lui appartient, et donc il peut résilier quand il veut le contrat, et l'IP lui appartient, parce qu'il peut se décider que tant que c'est pas il peut résilier le contrat avant que vous soyez remboursé. Donc, avant qu'il soit remboursé. Donc il y a des mécanismes comme ça qui peuvent être très retors et qui peuvent vraiment vous enfermer dans un piège juridique. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Deux choses. S'il y a une résiliation qui est prévue, une possibilité de résiliation à la discrétion de l'éditeur, s'il peut résilier le contrat quand il veut, dans ce cas-là, ça nécessite une contrepartie. On ne peut pas, quand on signe un contrat, qu'on s'engage financièrement et que vous engagez vos équipes et vous engagez sur un projet, on ne peut pas accepter que votre co-contractant résilie quand il veut. Non, vous êtes engagé à travailler d'une certaine façon sur un certain projet. On ne peut pas s'arrêter au milieu du projet et vous mettre en complète difficulté parce que vous ne recevez plus les milestones. Donc, dans cette hypothèse, il faut prévoir, à mon sens, s'il y a une résiliation à la discrétion de l'éditeur, le paiement de la milestone en cours, mais surtout le paiement des 2 prochaines milestones ou de la prochaine milestone, pour vous donner un peu d'air pour survivre, entre guillemets, dans le cadre de l'édition du jeu, dans le cadre de la production du jeu. Parce que sinon, si on lui laisse la possibilité de couper le contrat à sa discrétion quand il le souhaite, l'éditeur pourra rompre le contrat et vous mettre en complète difficulté et détruire votre société parce qu'elle n'aura plus de financement du jour au lendemain. Par ailleurs, il faut bien prévoir s'il y a une possibilité pour l'éditeur de résilier le contrat à sa discrétion. Il faut prévoir la possibilité pour le studio de poursuivre le projet. C'est pas toujours le cas. Parfois, dans les contrats, on a ça, mais le studio ne peut pas poursuivre le projet, ou en tout cas, il doit rembourser l'éditeur avant de pouvoir poursuivre le projet. Ce qui est quasiment impossible quand on a des prods à 500 000 euros, qu'on est à 400 000. Le projet est... le contrat est résilié à la discrétion par l'éditeur. Il vous demande 400 000 euros, vous ne pouvez pas les payer, vous mettez le projet à la poubelle et vous coulez. Donc ça, c'est les cas qu'il faut éviter. Et donc c'est pour ça que si vous acceptez ce mécanisme de résiliation possible par l'éditeur à sa discrétion, il faut pouvoir obtenir le versement des prochaines milestones. Il faut une contrepartie. Donc s'il veut sortir du projet, on peut l'accepter, mais à condition uniquement qu'il nous paye 50 000 ou 100 000 euros sur les milestones à venir. Et ensuite, le remboursement de ces apports au sein de la prod, on pourra le prévoir directement dans le contrat en disant qu'au lieu d'avoir une recoupe 70-30 sur la commercialisation du jeu, il aura 20%, lui, jusqu'à ce qu'il se rembourse sur l'apport qu'il avait fait avant qu'il résilie le contrat, par exemple. Mais du coup, ce sera beaucoup plus léger, ça vous permettra ensuite d'exploiter le jeu soit en auto-édition, soit avec un autre éditeur. Concernant les possibilités de résiliation du contrat pour faute, et donc là, il y a plusieurs choses à prévoir. Déjà, la possibilité de résilier le contrat pour faute doit être possible pour le studio et pour l'éditeur. Souvent, dans les contrats d'édition, c'est uniquement possible pour l'éditeur. C'est-à-dire qu'on peut être dans des situations où l'éditeur fait n'importe quoi, le studio ne pourra pas résilier. En tout cas, il pourra résilier selon la loi applicable, et donc ça sera, si ce n'est pas la loi française, ça sera la loi de l'éditeur, donc ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Autant le prévoir directement dans le contrat. S'il y a une des parties qui fait une faute sur les conditions essentielles du contrat et qu'elle n'est pas réparée, on peut résilier le contrat. Il faut également vérifier quels sont les mécanismes du contrat, et notamment si l'éditeur peut ou pas qualifier artificiellement une faute à votre encontre. Ça, c'est le plus gros point, c'est les mécanismes de vérification des milestones. Un éditeur va souvent pouvoir vérifier vos milestones et les accepter ou les refuser. Vous demandez un travail complémentaire sur les milestones ou les accepter directement. Il faut que ce mécanisme d'acceptation ou de refus soit justifié. Il ne faut pas que ça soit à la discrétion de l'éditeur. Sinon, il pourrait refuser à son bon vouloir une milestone juste pour couper le contrat en disant que vous n'avez jamais fourni une milestone qui était conforme à mes attentes, donc vous êtes en faute, donc je résilie le contrat pour faute. Donc ça, il faut faire attention sur les mécanismes de vérification des milestones, que les milestones puissent être refusés par rapport à un document de référence, donc à la limite le calendrier des milestones ou un cahier des charges, etc., etc., et uniquement pour des qualités qui sont vérifiables.
C'est-à-dire, vous n'avez pas fait ce niveau, ou vous avez encore trop de bugs, ou vous avez des bugs bloquants à cette date de développement, ce qui n'était pas prévu au sein du calendrier de milestone. Donc dans ce cas-là, on peut refuser. Vous avez à corriger et vous avez un délai pour corriger. Si vous n'y arrivez pas, on peut refuser. Et si on arrive au deuxième ou troisième refus, on peut résilier le contrat parce que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé. Mais après, un processus assez important d'aller-retour qui permet au studio de se retourner aussi et de modifier les éléments qui ont été refusés par l'éditeur. Mais il faut que ça soit basé sur des éléments concrets et fixés à l'avance. Il faut aussi évaluer quelles sont les conséquences de la résiliation pour faute. Est-ce que l'éditeur peut complètement vous remplacer, donc s'accaparer votre IP? Et donc dans ce cas-là, si on est dans une situation où l'éditeur peut vous pousser à la faute en refusant les milestones à son bon vouloir, derrière, c'est peut-être qu'il veut juste récupérer votre IP pour poursuivre le projet sans vous. Donc ça, il faut l'écarter des contrats. Ça, c'est possible que ça existe. Est-ce que si on résilie pour faute, est-ce que la dernière milestone, la milestone en cours, est payée ou pas? Donc si on est dans le cas d'une faute du studio, ça peut arriver, un studio qui n'a pas forcément les compétences pour suivre le calendrier des milestones, l'éditeur veut se séparer du studio, il faut prévoir, à mon sens, si vous êtes côté studio, au moins le paiement de la milestone actuelle, même si elle est refusée, ou en partie, par rapport au travail qui a été réalisé, pour ne pas vous mettre en complète difficulté en retard de paiement. Parce qu'il est possible que vous attendiez cette milestone pour payer certaines dépenses, etc. etc. De la même façon, quelle serait la rémunération pour le studio? Quelles sont les conséquences sur la rémunération du studio? Est-ce que le studio devra rembourser l'avance? Est-ce qu'on baisse son pourcentage de rémunération? Est-ce que l'éditeur conservera une rémunération après la résiliation du contrat tant que le jeu n'a pas été, son apport n'a pas été remboursé, et ou après que son apport ait été remboursé, etc., etc. Ça, c'est des choses. C'est un point assez particulier, assez important aussi parce que ça peut être assez violent pour le studio de se faire résilier son contrat. Et quand je dis assez violent, ça peut avoir des vraies conséquences sur la viabilité du studio et la santé financière du studio. Donc ça, c'est des points qu'il faut vérifier, qu'il faut rééquilibrer dans le cadre des négociations. Quelques autres points d'attention et après je passerai sur les points à garder à l'esprit après la négociation du contrat. Quelques points d'attention, je vais assez vite ici parce que c'est des points qui sont soit assez simples, entre guillemets, soit qui sont plutôt réglés dans les contrats d'édition. Il y a 5-10 ans, on avait des contrats d'édition qui prévoyaient une responsabilité uniquement à l'égard du studio, c'est-à-dire que seul le studio était responsable et avait des obligations, et l'éditeur n'avait aucune obligation dans son contrat. Donc même pas d'exploiter le jeu, même pas de dépenser les dépenses indiquées dans le contrat. Donc ça, bien entendu, il faut quand même que les obligations de chacun et de chacune dans les négociations soient équilibrées et qu'elles soient présentes dans le contrat. Si l'éditeur, il doit s'engager à exploiter le jeu et lui apporter la meilleure exploitation possible, de faire les dépenses qui ont été réalisées et de ne pas, par exemple, sortir un jeu concurrent en même temps que votre jeu. Ça a pu arriver à certains clients. Donc ça, c'est des choses aussi à prévoir directement dans le contrat pour que quand même l'éditeur s'engage à faire certaines choses, à pousser votre jeu et à apporter la meilleure communication. Bien sûr, ça ne remplacera pas l'incompétence de l'éditeur s'il y en a. Ça ne remplacera pas les erreurs ou les fautes de l'éditeur s'il y en a, mais quand même, ça vous permettra de vous protéger un minimum et demander une réparation, une résiliation du contrat si besoin, si on a un éditeur qui ne suit pas les engagements qu'il a pris, quoi. Il va falloir également, à mon sens, bien déterminer le suivi de la production. Comment l'éditeur peut suivre votre production? Quel est le contrôle? Quel contrôle il a sur votre production? Est-ce qu'il peut vous indiquer qu'est-ce qu'il peut vous indiquer, qu'est-ce qu'il peut vous demander, pardon, de changer au sein de la production? Est-ce qu'il a des choix sur la direction artistique ou pas? Est-ce qu'il est limité, son intervention est limitée sur la partie marketing, la partie exploitation commerciale? Et de la même façon, comment vous pouvez aussi contrôler, vous, de votre côté, les missions confiées à l'éditeur? Ça, c'est directement dans le contrat qu'on va devoir le prévoir. De la même façon, sur les obligations, comme je le disais tout à l'heure, la responsabilité, donc s'il y a une faute, ça doit être pour les deux parties, mais les obligations de chacune des parties doivent être prévues également.
J'ai un peu mélangé avec la responsabilité, pardon, mais en gros, c'est la responsabilité, on ne doit pas avoir des clauses qui limitent complètement la responsabilité de l'éditeur et qui laissent une responsabilité complète au studio. Je l'ai vu trop souvent, des clauses de limitation de responsabilité où l'éditeur, s'il a fait une faute, n'est responsable que de l'argent qu'il a pu verser, enfin que d'un montant qu'il a pu verser au studio pendant la dernière année. Ça, c'est des choses qu'il faut proscrire. Si un éditeur fait une faute importante, il faut qu'il soit pleinement responsable. Enfin, la question de la loi et de la juridiction applicable au contrat, c'est des choses qui sont peu négociables, mais ça vaut le coup de les négocier, de demander de les négocier quand même, parce que en réalité, souvent la loi applicable et la juridiction compétente seront celles de l'éditeur. C'est lui qui va proposer le contrat et c'est souvent sa juridiction qui va s'appliquer. Néanmoins, vous pouvez demander de la négocier pour soit essayer d'obtenir la loi française et la juridiction française, ce qui sera quasiment systématiquement refusé, soit une loi et une juridiction indépendantes. Et donc dans ce cas-là, c'est pas forcément pour avoir une loi qui soit plus en faveur du studio, mais plutôt pour que il soit autant difficile pour le studio et l'éditeur de faire une action en justice. Parce que ce sera autant difficile d'aller chercher un conseil sur ce territoire-là plutôt que de solliciter son conseil habituel. Et donc, ça va pousser aux négociations plutôt qu'au contentieux et au litige. Et donc, ça permettra d'avoir une plus grande chance à la négociation dans les contrats. Si c'est refusé, c'est pas grave, vous l'avez demandé, vous utilisez ce refus pour obtenir quelque chose d'autre dans les négociations avec l'éditeur. Le contrat d'édition après la négociation. Après, j'en aurais fini avec le contrat d'édition. J'ai un peu dépassé, j'ai déjà fait 1h30, mais les autres parties seront un peu plus courtes. Le contrat d'édition, donc qu'est-ce qu'il faut prévoir après la négociation? Comme je disais, il faut être informé des ventes et des dépenses recoupées. Ça, c'est hyper important que l'éditeur vous donne l'ensemble des informations sur les ventes. Parce que si vous ne les donne pas, il sera en retard de paiement, et si il est en retard de paiement, il vous mettra en difficulté. Donc il faut avoir un œil complet sur le rapport des ventes, et donc que la reddition des comptes, donc le fait de rendre compte de l'exploitation de votre jeu, soit complète et qu'il n'y ait pas de doute. Si vous avez un doute sur un sujet, s'il y a quelque chose, des chiffres dont vous n'êtes pas d'accord, vous demandez une précision immédiatement. Vous ne laissez pas couler des doutes, vous ne laissez pas couler un flou sur les redditions des comptes. Vous, en tant que studio, c'est un des sujets les plus importants après la négociation et la signature du contrat et la sortie du jeu. Il faut que vous soyez complètement informé des risques de vente. Enfin, des chiffres de vente, pardon. Sinon, comme je le dis, il y a un risque sur l'absence des paiements des sommes dues et non, c'est ce que j'ai dit. Donc, il faut demander des compléments d'information si nécessaire, etc., etc. Typiquement, j'ai pris l'exemple d'un éditeur qui utilisait ce type de rapport. Ce type de rapport n'est pas suffisamment complet. C'est-à-dire que là, on n'a aucune information, on a juste des chiffres, on ne sait même pas d'où ils viennent, on ne sait même pas ce qui a été recoupé, etc., etc. Sur ce genre de reddition des comptes, il faut demander d'où viennent les rémunérations, il faut demander d'où viennent les recoupes et quels sont les rapports. Par exemple, demander la transmission du rapport de vente Steam, comme je le disais tout à l'heure, ou Microsoft pour Xbox, etc., etc. Deuxième point, c'est en train de disparaître, mais je crois que ça n'a pas encore complètement disparu. Il faut savoir que depuis 3-4 ans, il y a des éditeurs, notamment français, qui s'amusent à s'accaparer le crédit d'impôt jeux vidéo dans le cadre du contrat d'édition. C'est un point que j'ai fait remonter auprès du CNC directement et sur lequel pour l'instant j'attends leur réponse, mais j'ai sollicité aussi le service des impôts pour savoir s'il était possible pour un éditeur à la réception par le studio du crédit d'impôt jeux vidéo, pour l'éditeur de récupérer la somme du crédit d'impôt jeux vidéo dans le cadre des remboursements des financements qu'il a fait pour le projet. En gros, est-ce qu'il est possible pour un éditeur de demander au studio de céder le bénéfice du crédit d'impôt jeux vidéo pour rembourser les financements et les dépenses qu'il a fait, pour recouper directement les dépenses qu'il a faites pour le projet? La loi dit que c'est interdit. Je vais arrêter le suspense ici. Normalement, si dans un contrat d'édition, vous avez un éditeur qui vous demande de lui céder le crédit d'impôt jeux vidéo, vous pouvez lui dire « ça c'est interdit, je ne peux pas ». Et donc, vous pouvez le refuser. Si vous avez des projets dans lesquels vous avez eu des éditeurs qui vous ont demandé de verser le crédit d'impôt jeux vidéo et que vous leur avez versé, vous pouvez leur demander un remboursement. C'est une pratique interdite, la loi est suffisamment claire sur le sujet,
La loi, donc le Code général des impôts, à l'article 220X, donc à l'article 220X, indique directement que cette créance, donc à l'égard de l'État, en tant que crédit d'impôt jeux vidéo, est inaliénable et incessible, sauf pour les établissements de financement, ce que n'est pas un éditeur. Les établissements de financement, c'est tout ce qui est banque, c'est co-officiné, etc., qui ont des agréments spécifiques pour ce genre de paiement à l'avance de crédit d'impôt. Les éditeurs, c'est pas le cas. Donc vous pouvez refuser le crédit d'impôt jeux vidéo et pour votre société, pour votre projet, justement, l'agrément que vous avez obtenu, c'est uniquement pour votre boîte. Pour le FAJV, c'est différent. Pour donc le fonds d'aide aux jeux vidéo, si, à mon sens, le financement vient financer la production et que l'éditeur utilise ce financement aussi pour la production, à mon sens, ça peut être autorisé. Je pense néanmoins que le CNC refuserait ce transfert s'il en avait connaissance. En tout cas, refuserait le versement du FAJV s'il avait connaissance que ce serait pour l'éditeur et non pas pour le studio. Mais souvent, en fait, il faut le construire un peu différemment pour le FAJV pour que ça vienne financer la production sans que ça soit uniquement pour limiter les risques de l'éditeur. Le crédit d'impôt jeux vidéo, c'est pour les studios, c'est pas pour les éditeurs. Pour les avenants, attention, lorsque vous allez travailler avec un éditeur et que ça ne fonctionne pas bien avec l'éditeur, souvent on va faire des avenants en contrat d'édition pour ajouter certaines choses, notamment si on veut continuer avec cet éditeur et poursuivre la relation commerciale pour faire des DLC, des adaptations, des suites. C'est quelque chose d'hyper normal et ça va vous permettre de rédiger un écrit pour modifier les modalités de coopération entre vous et pour prévoir l'avenir. Attention sur ces avenants, attention aux avenants qui viennent modifier la substance du contrat initial. Le plus souvent, c'est le moment où l'éditeur va vouloir faire passer des choses à l'encontre du studio qu'il n'avait pas prévu au sein du contrat. Donc, des fois, changer les modalités de recoupe ou des fois changer certaines rémunérations qu'il devait verser. Tous les avenants, le but de l'avenant, c'est de modifier le contrat dès son origine. Donc, si vous modifiez certains éléments du contrat initial, vous le modifierez dès l'origine. Et donc, il y aura, en fait, c'est comme si les obligations existaient déjà quand vous signez un avenant. Donc, faites bien attention aux avenants qui viennent modifier le scope du jeu ou les modalités de recoupe alors qu'ils vous proposent des rémunérations complémentaires ou des choses comme ça. Ça peut être parfois des pièges. Je l'ai déjà vu passer, que ce soit sur des éditeurs français ou des éditeurs européens ou étrangers, des avenants qui justement étaient plus des pièges, qui n'étaient pas en faveur des studios, plutôt que des avenants qui venaient poursuivre une relation commerciale normale.